Bonjour et bienvenue sur l'Excast. On se retrouve aujourd'hui pour la seconde partie de l'épisode sur l'avenir du droit bancaire. Nous avions évoqué il y a 2 semaines comment la banque traditionnelle s'est adaptée, avec plus ou moins de succès, aux mutations de son secteur, notamment dues aux nouvelles technologies. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour parler d'un aspect du secteur bancaire trop peu mis en lumière, l'intermédiation bancaire. Alors afin de nous éclairer sur cette notion, nous sommes donc rejoints encore une fois par Maître Laurent Denis. Bonjour Maître. Bonjour à vous. Alors pour tous nos auditeurs qui ne seraient pas au courant de l'organisation de ce secteur, pourriez-vous répondre juste à une question simple, histoire de poser les bases? Qu'est-ce qu'un IOBSP? Un intermédiaire en opération de banque et en service de paiement, c'est tout simplement un distributeur d'opérations de banque. Et les opérations de banque, il y en a 3, les crédits, les paiements et la réception des fonds du public. Qu'est-ce que c'est qu'un IOBSP? Tout simplement, tout le monde connaît le courtier en crédit. C'est une entreprise de distribution bancaire indépendante notamment du réseau d'agences directes de la banque, qui distribue toutes les opérations de banque, et en particulier celles qu'on a vues le plus, sous leur forme la plus dynamique, les crédits. Vous avez aujourd'hui pratiquement un crédit immobilier sur 2 en France qui est distribué par un courtier en crédit, par un IOBSP, ou on dit un courtier IOBSP si on veut parler juridiquement. Un crédit immobilier sur 2, tout ça augmente. C'est pratiquement 8 points de plus que l'année dernière, c'est un sondage tout frais. Et ce qui est saisissant, c'est que chez les jeunes, eh bien, c'est pratiquement 2 crédits immobiliers sur 3 qui sont distribués aujourd'hui chez les moins de 35 ans, 2 crédits immobiliers sur 3 qui sont distribués par des courtiers en crédit. On comprend très facilement la forte puissance, le flot qu'on ne peut pas arrêter de la distribution indépendante en crédit. D'une part, il y a toute cette décrépitude, cette stérilisation de la relation bancaire que nous avons évoquée lors de notre précédent entretien. Les consommateurs, les particuliers, mais c'est vrai des entreprises aussi, ne font plus confiance aux banques pour une relation courante, pour les interroger sur un projet, pour les interroger et pour faire une demande de prêt immobilier. Il y a cette destruction de la confiance qui s'est produite méthodiquement ces dernières années, qui incline les candidats à l'emprunt à se tourner vers des indépendants, vers des courtiers en crédit. Puis il y a un deuxième facteur qui est très facile à comprendre, c'est celui de la puissance de la comparaison. C'est tellement plus confortable pour un emprunteur d'aller voir un courtier qui va analyser tout le marché bancaire, qui va comparer différentes propositions bancaires, plutôt que de faire ce travail lui-même. Et troisième point, et ça fait une jonction assez évidente avec vos sujets de prédilection, on voit bien les raisons pour lesquelles le courtier s'est on va en reparler plus en détail, mais on voit bien les raisons pour lesquelles le courtier, lui, a tout intérêt à pratiquer la digitalisation, la numérisation, l'accès à des outils informatiques, parce qu'il est précisément dans sa fonction principale, il est précisément un fabricant de comparaison, d'analyse comparative, et ça, c'est un stimulus extrêmement fort pour développer tout ça. Pour terminer sur cette question de qu'est-ce que c'est qu'un intermédiaire en opération de banque et en service de paiement, il y a une définition juridique très simple à retenir. C'est une personne dont le rôle est de présenter, de proposer ou d'aider à la conclusion d'opérations de banque ou de réaliser tous travaux et conseils préparatoires. Et pour exercer ce type d'activité, d'activité d'intermédiation d'opérations de banque, et notamment de courtage en crédit, c'est une profession réglementée. Il y a des règles très strictes d'accès et d'exercice de la profession. Alors vous venez d'évoquer l'impact de la digitalisation, de la numérisation. Comment concrètement, dans la pratique, ça a impacté la profession de courtier et plus généralement même toute l'intermédiation bancaire? La profession d'intermédiaire, dit OBSP, la profession de courtier en crédit, a très rapidement été très dynamique en matière de numérisation, avant la numérisation d'outils informatiques, pour une raison très simple, c'est qu'il lui fallait opérer la jonction technique avec la banque. Un client vient vous voir, demande un crédit, comment je vais transférer cette demande de crédit à la banque? Il y a là un enjeu technologique vraiment très élémentaire. Évidemment, le courtier en crédit étant indépendant de la banque, n'est pas dans le réseau d'agences, ne bénéficie pas du système informatique, ni rien de tout ça.
Et donc, il a la contrainte d'avoir de l'imagination en matière de technologie. Rappelons ce qu'on a dit rapidement, rappelons ce qu'on a dit la fois précédente. Les banques ont été particulièrement nulles et inexistantes en matière d'innovation technologique. Donc, il y avait aussi tout un terrain à saisir, tout un espace à occuper, celui de la distribution bancaire, celui de la numérisation et de la digitalisation de la relation, avec des consommateurs qui étaient de plus en plus appétents. Et on a dit tout à l'heure que beaucoup de jeunes emprunteurs se tournaient assez spontanément vers les courtiers en crédit parce qu'ils ont en tête la puissance de cette fonction comparative et parce qu'ils savent que cette fonction comparative va avoir un appui technologique chez le courtier. Centralement, l'intermédiaire bancaire a ce qu'on appelle des obligations précontractuelles. Ça, c'est un aspect juridique très important de cette activité. L'intermédiaire en opération de banque a des obligations précontractuelles pour lesquelles j'ai fait une classification, tout simplement, et ça mérite d'être souligné, parce que le terme qu'on emploie en droit très souvent, vous savez, d'obligation d'information. Alors, on entend l'obligation d'information par-ci, l'obligation d'information renforcée, l'obligation de conseil. Il y a en matière de crédit la mystérieuse obligation de mise en garde, qui nécessiterait plusieurs kilos de podcast pour être comprise. Donc, ces obligations précontractuelles, on en fait une classification en écartant volontairement le terme d'obligation d'information parce qu'il y a de l'information dans toutes les obligations précontractuelles et quand on les qualifie d'obligations d'information, on est absolument sûr de ne pas les comprendre. Il y a de l'information dans toutes ces obligations précontractuelles, mais elles ont des objectifs différents et je tiens à en souligner une en particulier qui est distinctive. Chez les intermédiaires bancaires, il y a plusieurs catégories d'intermédiaires, dont une catégorie qui est celle du courtier, et notamment du courtier en crédit. C'est une catégorie juridique. Il faut avoir à l'esprit, c'est une particularité du droit bancaire encore méconnue, alors qu'elle a près de 10 ans bientôt, que seuls les courtiers en crédit ont une obligation de conseil en crédit. Le devoir de conseil en crédit n'existe pas pour la banque qui s'arrête à la station d'avant, et la station d'avant, c'est ce qu'on appelle donc cette fameuse mise en garde en matière de crédit. Donc l'intermédiaire en opération de banque, et en particulier le courtier, mais tous ont une série d'obligations précontractuelles qui se terminent, qui est chapeautée pour le courtier par la délivrance d'un conseil en crédit. Plus vous avez des obligations juridiques intenses, précises, plus l'appui d'outils technologiques de digitalisation et de numérisation est un appui précieux. Si je veux faire une caricature un peu simpliste et en espérant que vous la pardonnerez volontiers, si je n'ai pas d'obligation du tout, j'ai presque pas de contraintes à la numérisation. J'ai des contraintes opérationnelles, des contraintes de fonctionnement, peut-être des contraintes de productivité. C'est simplement pour souligner que la numérisation et la digitalisation de ces activités chez l'intermédiaire bancaire répondent à la fois à un besoin d'efficacité opérationnelle. J'ai besoin d'un contact rapide, décisif entre mon système d'information en tant qu'intermédiaire et le client, mais aussi entre moi et la banque et l'établissement de crédit prêteur. Mais ça répond également à des besoins de sécurité juridique. Très vite, la digitalisation, la numérisation, je vais citer quelques exemples d'entreprises que je vous invite à aller voir, à regarder, est apparue chez l'intermédiaire bancaire comme un très bon instrument également de sécurité juridique. Et donc, pour concentrer tout ce propos, une des questions ou un des points qui a été assez central dans l'activité d'intermédiation en opération de banque, c'est comment je délivre un conseil en crédit digitalisé. Comment, à distance, comment, par des moyens de connexion à distance, je délivre un devoir de conseil en crédit à un candidat à l'emprunt. Donc, sous tous ces angles-là, la digitalisation a été vue comme un terrain extrêmement propice et les intermédiaires bancaires ont été précurseurs et le sont toujours. Dans un silence relatif, parce que j'ai oublié de mentionner qu'évidemment, cette concurrence dans la commercialisation du crédit, elle a été longtemps contemplée par les banques et subie par les banques. Et depuis un an ou deux, il y a eu des articles assez mémorables là-dessus.
les banques font tout pour empêcher les courtiers en crédit d'exercer correctement leurs activités parce qu'elles y voient une forme de concurrence déloyale ou injuste plutôt, parce qu'il y a évidemment au sens juridique aucune concurrence déloyale. Il n'y a rien de déloyal dans le commerce quand les clients préfèrent un autre acteur économique que vous-même, et vous n'avez que vos yeux pour pleurer ou votre cerveau pour chercher des idées. Donc voilà, autour de ces obligations précontractuelles et en particulier du crédit, comment les intermédiaires bancaires ont construit des outils. Alors, vous avez soit des plateformes de courtage en crédit ou d'intermédiation en crédit qui se sont créées. Je cite par exemple Preto, P-R-E-2-T-O, qui est une plateforme de digitalisation de la distribution qui est très intéressante parce qu'elle a aussi une pensée de numérisation avec la banque et de relation avec la banque. Vous avez également une plateforme comme Eloa, E-L-O-A tout simplement, qui, elle, a imaginé de digitaliser tout le process et tout l'environnement de l'intermédiaire bancaire. L'intermédiaire bancaire, il a toute une série de besoins et dans une plateforme comme celle-là, par exemple, il va trouver tous ses besoins intégrés dans un seul et même outil. Et puis, vous avez, deuxième catégorie intéressante d'initiatives, des fabricants d'outils informatiques uniquement dédiés aux intermédiaires bancaires, aux courtiers en crédit. Vous avez par exemple des plateformes comme Courtisia ou Créditéo, on pourrait en citer d'autres. C'est des plateformes qui n'existaient pas. Tout ça, d'ailleurs, n'existait pas il y a encore 4 ou 5 ans et est un bon exemple de l'effervescence des intermédiaires bancaires en matière de digitalisation et de numérisation, notamment de l'accès au crédit. Mais sur ce point-là, quelles conséquences pour le consommateur? Le consommateur qui contracte en ligne bénéficie-t-il vraiment de la même protection, des mêmes avantages que le consommateur traditionnel qui contracte de la manière traditionnelle? C'est une question évidemment qui est fondamentale, d'autant plus fondamentale qu'en réalité, la pensée bancaire, de façon à la fois subtile et insidieuse, intègre l'idée que la vente à distance est source de risque. Pour des raisons qui ne sont pas très... Et c'est pour ça d'ailleurs que dans l'intermédiation en opération de banque, dans le droit bancaire du crédit, on va trouver des règles supplémentaires qui s'appliquent pour ce qu'on appelle la vente à distance ou la vente hors établissement, dit avec des mots plus simples, le même produit de crédit qui porte pourtant les mêmes risques et qui va sécréter les mêmes caractéristiques sur un emprunteur, eh bien, il y aura des règles de protection qui vont être renforcées selon que ce produit est vendu directement dans une agence bancaire, par un courtier, et ou à distance ou hors établissement, en ligne par exemple, ou au téléphone. Donc, on a cette pensée du droit dans laquelle finalement le consommateur est bien protégé quand il est en face à face avec quelqu'un. C'est assez misérable comme façon de concevoir la protection des consommateurs, mais on est obligé de le dire, c'est la pensée présente, c'est la pensée dominante. C'est comme ça que le droit fonctionne, et on peut même dire que c'est comme ça que, sans doute, que la plupart, on ne va pas généraliser, c'est toujours très, très affreux de généraliser, mais c'est comme ça que la plupart des cerveaux des juges fonctionnent aussi. Le consommateur, pour caricaturer le propos, serait archi bien protégé si on lui vend les choses directement, et si on lui vend les choses directement dans une agence bancaire, là, c'est le sommet de la protection. Par contre, s'il est devant son ordinateur en visioconférence ou par un site internet en contact avec un courtier en crédit, alors là, grand danger. Ça, c'est un premier point. C'est une pensée particulièrement stupide. Et là, la numérisation, la digitalisation, comme je le disais, en réponse à votre question, a évidemment comblé cette pente théorique qui n'a aucun fondement. Il a fallu montrer, par la numérisation, par les outils informatiques, que le consommateur, que le candidat à l'emprunt, l'emprunteur, et par exemple, si on parle de crédit, était aussi bien protégé en achetant chez un courtier par un site internet. À mon sens, il l'est même mieux. D'ailleurs, pour la raison que j'ai dite, le courtier en crédit a une obligation de conseil que la banque n'a pas. Donc ça c'est quelque chose qui est très important. La deuxième, pas révélation, mais constatation tout simplement qui a été faite, c'est qu'on imaginait que ça allait être très compliqué de décliner ces fameuses obligations précontractuelles. Pour changer un peu mon propos, je vais prendre l'exemple de la mise en garde. L'emprunteur ou le prêteur
où l'intermédiaire a l'obligation de mettre en garde, dans certaines conditions juridiques et sous certaines modalités juridiques, l'emprunteur qui veut souscrire un prêt. C'est une notion extrêmement intéressante qui a fait l'objet de variations assez importantes ces dernières années. La question se pose pour cette obligation comme pour toutes les autres. Comment je montre que j'ai correctement délivré cette obligation? On voit bien qu'il n'y a rien de plus sécurisant à nouveau qu'un environnement technologique, un environnement informatique qui trace, qui capte, qui cadre, qui réinjecte le code de la consommation, le code monétaire et financier dans des ABAC, dans des structures que l'opérateur, le commercial ne peut pas altérer, ne peut pas toucher. Donc, il y a une forme de garantie d'intégrité. C'est vraiment la digitalisation et la numérisation un bon compagnon. Plus ces obligations se sont intensifiées, et ça a été le cas aussi, c'est-à-dire qu'il faut bien avoir à l'esprit que non seulement la numérisation a permis d'améliorer la sécurité juridique et la protection du consommateur, mais les normes juridiques qui composent la protection du consommateur ont beaucoup évolué ces dernières années, et en particulier par la transposition de la directive sur le crédit immobilier le 1er octobre 2016, mais aussi par la réforme du droit des contrats. Donc tout ça, c'est juxtaposé. La numérisation et la digitalisation ont accompagné ce mouvement d'évolution des normes juridiques, l'ont particulièrement bien absorbé, de sorte qu'aujourd'hui, les intermédiaires bancaires et les courtiers en crédit ont des outils informatiques, des outils techniques qui intègrent parfaitement ces obligations précontractuelles qui sont la clé de voûte de la protection. Je déteste la clé de voûte, je ne sais pas pourquoi j'en parle là, mais enfin qui sont essentielles dans la protection du consommateur en tout cas. Et donc, il y a au final un constat très positif qui est que non seulement le consommateur n'est pas brutalisé lorsqu'il achète à distance, mais il n'est pas non plus malmené lorsqu'il achète chez un courtier en crédit. Et la digitalisation des instruments d'intermédiation bancaire et de distribution bancaire indépendante est pour beaucoup dans ce résultat-là. Et ce qui est positif aussi, c'est que tous les acteurs, tous les agents économiques, tous les intermédiaires, je fréquente des gens qui sont dans des gros réseaux, des moyens réseaux, des indépendants. C'est un métier qu'on peut exercer de façon indépendante. C'est un truc de fou. Personne ne peut créer une banque, mais c'est très ouvert de créer une entreprise de distribution bancaire digitalisée, par exemple. Voilà un beau sujet pour des jeunes qui s'ennuieraient pendant le confinement entre 2 épisodes de Netflix. L'actualité dans tout ça, on est obligé d'en dire un petit mot. Au moment où on se parle, en février 2021, nous avons ces prochains jours, le 16 février 2021 au Sénat, après un vote à l'Assemblée nationale, une réforme du courtage qui a pour objectif justement la protection des consommateurs, qui malheureusement ne fait aucune place aux questions de digitalisation et de numérisation comme on vient de les évoquer, qui traite d'autres sujets, mais en tout cas qui est l'illustration que, comme on le disait en introduction, on a ici un métier réglementé de l'intermédiation et du courtage en crédit notamment, qui est particulièrement dynamique et dont la tonicité est assez irrévocable. C'est une transformation profonde du milieu bancaire, c'est une transformation profonde du marché bancaire qui est un marché de masse. Le marché du crédit, par exemple, c'est plus de la moitié des ménages. Donc, on est sur des produits qui sont des services qui sont considérables dans l'économie. Et donc, ce sont des bouleversements profonds et qui sont irréversibles, même si ça arrache des larmes aux banques, et on est évidemment tous désolés, ce sont des mouvements irréversibles, tout simplement parce que les consommateurs sont attirés par ces activités. D'un point de vue juridique, pour conclure et faire le lien entre digitalisation, activité d'intermédiation et obligations précontractuelles, le grand manque actuel de ce segment, de ce pan de l'activité bancaire, c'est tout simplement, on l'a compris, qu'il n'y a pas de règles de distribution homogène selon les distributeurs bancaires. Si j'achète un crédit directement au guichet d'une banque, si j'achète le même crédit chez un courtier en crédit, le même crédit, les règles de protection des consommateurs ne sont pas les mêmes. Ça, c'est catastrophique. C'est catastrophique qu'un même produit ne présente pas les mêmes garanties de protection des consommateurs selon l'endroit et le canal par lequel il est commercialisé.
C'est tellement incompréhensible que ce n'est pas le cas en intermédiation d'assurance, par exemple, où là, au contraire, la législation européenne, et merci l'Europe là-dessus, a mis le coup de pied au derrière nécessaire pour que les règles de distribution d'assurance soient les mêmes, quel que soit le distributeur. En matière de banque, ça fait partie sans doute des fruits pourris du lobbying bancaire, ce n'est pas les mêmes règles. Et donc, on voit bien que là, la question n'est pas celle de la numérisation ou de la digitalisation, hein, qui fait le boulot pour les intermédiaires bancaires. On voit bien que la question centrale est pourquoi nous avons cette situation anormale dans laquelle le consommateur n'est pas protégé de la même façon. L'emprunteur en crédit immobilier, par exemple, n'est pas protégé de la même façon selon qu'il se rend directement à un guichet d'agence directe ou selon qu'il va dans une agence d'un courtier en crédit. On a évoqué des bouleversements, et actuellement, un des objets juridiques non identifiés de notre temps est la blockchain, et avec elle les crypto-monnaies. Alors ces dernières se sont constituées en opposition au système bancaire. Quel avenir voyez-vous pour ces technologies, notamment dans leur confrontation avec le système bancaire? Oui, les cybermonnaies déchaînent les passions et les fantasmes. Donc, mais c'est assez logique parce qu'elles sont à la frontière de deux mondes complètement différents et complètement opposés. Il n'y a rien de plus opposé que le monde de la blockchain sans banque centrale avec des entrepreneurs et le monde du système informatique classique programmé dans les années 60 avec banque centrale et gentille banque paisiblement surveillée par la Banque centrale. On est dans une bascule. Une petite observation rapide. Si on avait la chance de faire un podcast au XVIIIe siècle, au moment où sont apparus les premiers billets de banque, au moment où quelqu'un, l'histoire n'a pas nécessairement retenu son nom, elle a retenu les noms des premiers promoteurs des billets de banque qui ont eu des vies assez houleuses, hein, il y en a qui ont mal terminé. L'histoire n'a pas retenu le nom de celui qui un jour a dit à la place des pièces d'or et des pièces d'argent, je vais marquer la valeur sur un morceau de papier. Ce morceau de papier va s'appeler un billet, assignat, billet, bon, bon de caisse. Ce morceau de papier va s'appeler un billet, c'est un bout de papier, j'écris un chiffre dessus et je peux payer avec. Au XVIIIe siècle, ça a paru une hérésie pour la plupart des contemporains. C'était juste incompréhensible. Les cybermonnaies, que les banques centrales ont pris le soin d'appeler les crypto-monnaies, hein, pour bien montrer à quel point insidieusement ça pouvait être des trucs pourris et dont il fallait se méfier. Hein. Les cybermonnaies sont des monnaies de plein exercice qui ont un potentiel considérable, qui s'imposent, qui continueront à s'imposer et qui s'imposeront parce qu'elles présentent des services beaucoup plus puissants que les services de monnaie des banques centrales. Il n'y a qu'à voir d'ailleurs le niveau d'argument qui est utilisé aujourd'hui par les banques centrales pour démolir les cybermonnaies. Quand ce n'est pas l'invention d'un terme fumeux comme crypto-monnaie, les cybermonnaies sont le lieu de tous les vices, la luxure, le blanchiment, qui sont des choses vraies. Mais comme si l'euro n'était pas aussi un instrument de blanchiment. Donc la pauvreté de l'argumentation, les cybermonnaies ne sont pas des monnaies, les cybermonnaies sont sulfureuses, montre à quel point l'intelligence est muette devant cette révolution monétaire, donc qui va s'imposer. Du point de vue de l'intermédiation, elle peut se traduire par deux aspects. D'abord, pour dire qu'il y a très peu d'activités, notamment les intermédiaires en opération de banque et en service de paiement, les trois opérations de banque, le paiement, on pourrait dire le paiement, c'est quelque chose pour les cybermonnaies. Ce n'est pas une activité, il n'y a pas de commerce aujourd'hui ou un commerce très réduit. Je ne suis pas certain non plus qu'il y ait un besoin d'intermédiation en cybermonnaie. On n'est pas certain non plus qu'il y ait un besoin de courtage en cybermonnaie. Enfin, voilà, ces choses-là n'apparaissent pas très, très clairement. Les monnaies ont deux fonctions, ont trois ou quatre fonctions canoniques dans la littérature économique, mais ont deux fonctions qui méritent d'être regardées de très près, qui sont des fonctions courantes. La première, c'est une fonction de paiement. On pense souvent à la monnaie comme instrument de paiement et d'échange. Là, on voit bien que je détiens de la cybermonnaie, j'échange, je paye, etc. C'est des choses qui ne posent pas de difficulté.
Mais il y a une deuxième fonction qui est très forte dans la monnaie, et on y pense moins souvent, c'est que la monnaie est aussi un instrument de placement. Et le fait de choisir un actif libellé dans telle ou telle monnaie n'est pas indifférent dans une stratégie d'investissement, dans une stratégie d'épargne, dans une stratégie de placement. Et on voit d'énormes développements de l'investissement dans certaines cybermonnaies. On en voit aussi la volatilité, les risques, etc. Et je ne remets pas la machine en route sur toutes les critiques qu'on peut apporter à ces monnaies, mais la réalité est pourtant bien là. Il y a aujourd'hui des fonds qui sont créés, des structures qui sont créées, qui permettent d'investir dans des cybermonnaies et d'espérer un rendement à partir de l'évolution de leur valeur, tout simplement, ce qui est évidemment la base du placement financier. Donc, la blockchain va s'installer de plus en plus. Elle est incontournable dans le renforcement de la digitalisation et de la numérisation parce qu'elle apporte ce rôle de tiers de confiance qui est évidemment nécessaire. On avait parlé de l'importance de la confiance dans notre premier podcast, qui est vraiment un substrat essentiel dans ces activités bancaires. Donc, la blockchain est un porteur de confiance, incorpore de la confiance, mais de la sécurité dans les relations, et c'est ça qu'on lui demande, alors que les outils informatiques classiques, on le sait, sont plutôt sensibles aux manipulations humaines ou aux erreurs humaines. Donc, il y a une forme de solidité et de robustesse dans la blockchain qu'on ne trouve pas. La blockchain va s'imposer dans la numérisation et la digitalisation. Les cybermonnaies vont nécessairement progresser. Pour terminer, là, au moment où on parle, après beaucoup de gémissements, de hurlements, de protestations, on voit la Banque de France, qui n'est pas un monument de modernité, il faut bien le reconnaître, mais on voit la Banque de France imaginer qu'elle pourrait lancer une cybermonnaie. Déjà, des banques centrales ont lancé des cybermonnaies, il y a déjà des cybermonnaies actives, des cybermonnaies de banques centrales actives. Donc, c'est dire que le débat est clos, quoi. Et on peut toujours réunir tout un tas de vieilles barbes dans des conventions sympathiques qui vont déplorer la disparition de la pièce d'or ou du billet de 100 francs. Il n'y a même pas de sujet. Maître Laurent Denis, merci beaucoup d'avoir accepté de participer à ce podcast. Merci à vous et merci à ceux qui nous ont écoutés. Alors comme toujours, vous pouvez retrouver tous les liens pertinents dans la description de cet épisode. N'hésitez pas à nous suivre sur les différents réseaux et on se retrouve dans 2 semaines pour un nouvel épisode. À bientôt.